Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Francis. Salut Maximile. Bienvenue à ce Tout savoir en 24 minutes. Je saurai tout. On commence avec une nouvelle sportive. C'est rare qu'on parle de sport à l'émission, mais... Je sais pas si elle est tant sportive, la nouvelle, finalement. Ça touche le sport, en tout cas. Je t'explique la nouvelle, c'est par rapport aux Jeux olympiques. L'équipe de la Nouvelle-Zélande est en train de pratiquer en vue du match d'ouverture demain. Et sont à Saint-Étienne, en France. Et là, à un moment donné, ils regardent le ciel et ils voient un drone qui les observe. Donc, je pense que tu te fais appeler. Oui, ben oui. Donc, ils regardent au ciel, ils voient un drone qui les observe. Et là, ils alertent la police parce que c'est interdit un drone de voler là. Et là, on découvre que le drone, en fait, était piloté par du membre personnel de l'équipe canadienne. C'est cette partie-là que je comprends moins bien, parce que moi, je m'amuse bien avec mon drone, moi aussi. Comment tu retrouves le pilote, en fait? Ah, ça, je sais pas comment Il était au milieu du parking. Ouais. Regardé dans le ciel. Je sais pas comment les policiers ont pu ça m'intrigue, cette partie-là, mais écoute, ouais. Mais bref, c'est ça. Et là, on parle carrément d'espionnage là, dans ce cas-ci, parce que les joueurs étaient en train de, j'imagine, élaborer des stratégies, et peu importe. Donc, c'est quand même des informations qui peuvent être assez précieuses là, pour l'équipe canadienne qui allait les affronter demain là, au match d'ouverture. Est-ce que ça a toujours lieu? Oui, le match a toujours lieu. Toutefois, la coach de l'équipe, là, l'entraîneuse, Bev Priestman, parce que c'est l'équipe féminine là, de soccer, là, je ne l'avais pas précisé, c'est l'équipe féminine, donc l'entraîneuse Bev Priestman a décidé de se retirer du match. Elle n'a aucun lien, là, toutefois, là, avec cette histoire-là là, qu'elle dit. Mais elle a, par souci là, de transparence, tout ça, elle va se retirer du match, elle ne va pas être présente. Là. Bon. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Pour l'instant, là, les deux personnes qui étaient impliquées avec toute cette histoire d'espionnage-là ont été renvoyées au Canada. Donc, ils ne seront pas là du reste du tournoi. Mais disons que ça paraît mal là, pour l'équipe canadienne. Ça a suscité beaucoup de réactions très aujourd'hui. Bizarre. Là. En même c'est temps, ça. bon, je trouve c'est inacceptable. Que, c'est moralement condamnable, mais... De là en faire une espèce d'incident diplomatique, là, puis mener à la Troisième Guerre mondiale, peut-être qu'on peut se calmer. Là, il y a un doute qui avait un drone dans son sac à dos. Il faut aussi doser avec la sévérité de l'enjeu. Je trouve qu'on cherche des nouvelles beaucoup là, autour des Jeux de Paris. J'ai hâte que les Jeux commencent pour qu'on passe à d'autres choses. Oui, mais quand même... c'est quand même assez grave parce qu'il y a beaucoup d'anciens athlètes qui sont sortis là, pour dire que ça entache vraiment la réputation du Canada. Puis pas juste du soccer canadien, mais vraiment tout le sport canadien. C'est là où, comme je t'ai dit, je pense qu'à un moment donné, il faut tirer une ligne. Il y a un doute qu'il y avait un drone dans un sac à dos. C'est pas un incident diplomatique. Le Canada va-t-il être banni de l'ONU? Je pense qu'on peut y aller par palier. En termes de fâcher. Là, fait que, ça, c'est certain. Ça devrait pas mener à la Troisième Guerre mondiale. Calmons le jeu, dirait l'autre. Tout savoir en 24 minutes. Je te parle maintenant là, d'une histoire assez surprenante qu'on a appris là, aujourd'hui dans la presse. Ça implique la Commission des services électriques de Montréal. Tu dois sûrement pas connaître ça, ou je sais pas, non, parce que c'est pas quelque chose qui est très connu. Là. C'est un organisme... C'est une filiale d'Hydro-Québec? Ben, presque. Là, c'est un organisme paramunicipal qui est responsable du réseau de câblage souterrain de l'île de Montréal. Et l'histoire commence au mois d'août 2023 où la CSEM est victime d'une cyberattaque. Et donc, ils vont engager les services de Vertisoft, qui est une entreprise là, de cybersécurité, pour leur venir en aide. Sauf que, ils vont régler le problème, là, Vertisoft. Sauf que quelques mois plus tard, en décembre, la Ville de Montréal va entamer une poursuite contre la firme Vertisoft en disant qu'elle leur reproche d'avoir pris en otage les données de la CSEM. Okay. Et donc, Vertisoft eux se défendent. Là. Ils disent que, premièrement, c'est faux, la Ville le sait et qu'elle fait preuve de mauvaise foi parce que, en ce moment, là, ce qu'ils sont reprochés, là, quand ils parlent de tenir les données en otage, là, c'est que Vertisoft n'avait pas redonné tous les accès administratifs à la CSEM. Et donc, Vertisoft parle de mauvaise foi parce qu'elle dit que non, on était en processus de le faire. Mais alors là, tu te demandes, mais pourquoi est-ce que ça brette autant de redonner des accès administratifs?
Et la raison, Vertisov l'explique, c'est parce qu'ils ont constaté beaucoup de lacunes à la CSEM. Ouais. On parle là, c'est quand même assez percutant ce qu'ils disent, là, c'est que les mots de passe étaient partagés librement et parfois affichés ou disponibles à plusieurs utilisateurs et même parfois sur des post-its. Donc ça traînait là, tous les mots de passe sur des post-it et c'est quand même assez dangereux selon eux là, parce que la faille qui a mené là, à la cyberattaque provenait probablement de l'interne selon eux. Ben oui. Et c'est quand même des données là, assez importantes qui sont dans cet organisme paramunicipal, là, puisque c'est des données de la compagnie en elle-même, de la ville de Montréal, mais également toutes les entreprises là, qui utilisent là, le réseau là, souterrain comme Hydro-Québec, Bell, Vidéotron. C'est quand même incroyable, cette histoire. Oui. Et le Vertisov... D'incroyable, d'incompétent. Ouais, oui. Oui, mais écoute, ça n'arrête pas là parce que Vertisov également, là, tout écrit ça là, à la CSEM, leur écrit dans... Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, exactement. Ça a resté Ils ont un lettre conseil morte. d'administration, ces gens-là. Tu sais que j'ai fait, je suis administrateur de société certifiée, là, comme moi, je te mettrais tout ce monde-là au collège des administrateurs pendant un genre de bootcamp intensif de 1 mois s'il le faut. Ça n'a pas de maudit bon sens. Là, comme je sais pas s'ils sont rémunérés, j'espère que non, mais t'imagines que tu te sièges là, une fois par mois, une fois par 2 mois, tu dois veiller au risque, faire la stratégie et tout, puis tu es victime d'une attaque comme celle-là. La compagnie, le président d'une des meilleures compagnies spécialisées t'envoie une lettre, puis tu fais rien avec cette information. C'est quasiment criminel, honnêtement. Il y a des responsabilités fiduciaires de siéger sur un conseil d'administration. Honnêtement, je trouve ça me fâche dans mon identité d'administrateur, Maxime. Oui, ben c'est ça. Donc là, la ville maintenant, pas la ville, mais Vertisov poursuit la ville maintenant là, en réponse à la poursuite qu'ils avaient entamée initialement. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Qui s'occupe de ça à la CSEM en ce moment? Est-ce qu'il y a une autre firme qui a été retenue ou genre ils font juste... Pour la cybersécurité? Ben, puisqu'ils sont en conflit là, avec Vertisov. Ben, je pense qu'elle avait été engagée, la firme, seulement là, dans le contexte de la cyberattaque. OK, mais donc, les 20 failles de sécurité qui ont été envoyées en novembre, sont-elles réglées, s'il vous plaît? Est-ce que les mots de passe sont encore sur les post-it? Je comprends que vous vous chicanez, messieurs, là, mais comment... Y a-t-il un autre consultant qui est là pour veiller à ce que les dodos, ils mettent pas ça sur des post-it sur la porte d'entrée, là, tu sais, mettons, c'est quand même... non, puis comme j'ai dit, c'est des données quand même assez importantes, là, puis je veux dire, c'est le réseau... compagnies qui ont beaucoup de données, eux aussi, là, tu sais, Bell, Vidéotron. Au secours. En effet, au secours. Ouais. Tout savoir en 24 minutes. Il y avait quelques perturbations aujourd'hui là, à l'aéroport Montréal-Trudeau. Il y a des manifestants écologistes qui étaient là. Il y était plus d'une dizaine là, à bloquer l'accès au débarcadère. Et il y en a 3 qui sont restés là, au bout du compte, qui s'étaient collés la main contre le sol pour ne pas partir. On a reçu d'ailleurs Yves Poirier en entrevue tantôt à l'émission de Jean-François Barry qui parlait de ça puis qui disait qu'ils ont utilisé là, du dissolvant là, même pour retirer les mains. Donc c'était de la bonne colle assez solide. Et dans le fond, là, c'est des militants qui proviennent de l'organisme, je cherche le nom, là, Dernière Génération, donc Last Generation, c'est la division canadienne. Et eux, là, ce qu'ils demandent, là, c'est imposer de cesser tout projet d'exploration et d'extraction de pétrole, de gaz et de charbon au Canada. Ils veulent également une assemblée citoyenne pour discuter des enjeux écologiques et la création d'une agence fédérale de lutte contre les incendies de forêt. Cet organisme-là, ça m'intéresse. Je devrais avoir quelqu'un à l'émission. D'ailleurs, ils ont un site web. Oui. Ils sont incorporés, là, comme au BNL, il y a des dirigeants, il y a un conseil d'administration. Justement, on va recevoir des porte-paroles demain. OK, est-ce qu'ils vont être en prison, ces gens-là, pour trouble à l'ordre public? Ils ont, les 3 en question là, qui sont collés la main aujourd'hui ont été arrêtés. Là, mais il y a quelqu'un, il y a une business là, derrière ça, il y a des fonds. Peux-tu saisir les actifs? Je sais pas ça, mais je pense que c'est plus un mouvement. Mais il y a un site web, c'est comme Pirate Bay, là, c'était un mouvement, ils l'ont fait fermer, là, tu comprends? Genre, comme, je suis très intrigué par ces espèces de mouvements de nuisance. Parce que c'était eux aussi à Stonehenge, là, qui avaient aspergé tu m'en avais roches. parlé. C'est une gang de tata, mais je veux dire, ma question, c'est plus comme justement, comment est-ce qu'on
comment est-ce qu'on intervient par-delà anecdote? Parce que sinon, demain, ils vont se taper les mains sur l'autoroute 40, puis après ça, sur le boulevard Saint-Denis. Puis comme je veux dire, la barrière à l'entrée n'est pas très grande, là, right? Puis ils vont pas passer 20 ans en prison pour ça. Fait que la barrière à l'entrée n'est pas très grande. Le châtiment n'est probablement pas très grand. Fait qu'ultimement, l'incitation à faire ça tout le temps est omniprésente, là, right? Comme... Moi, je ferais fermer la business, ça aiderait. Si tu enlèves les sous, tu enlèves les gens, tu mets les dirigeants en tôle, leur capacité d'auto-organisation va être sévèrement amputée. Oui, c'est vrai. Il faudrait que quelqu'un saisisse du dossier, pas au niveau de la rue à Trudeau, mais comme en haut, genre de fermer la business. Ça serait peut-être une meilleure façon parce qu'il y a pas partout dans le monde. Puis c'était eux aussi là, qui pitchaient des canettes de sauce tomate là, dans les musées. Là. Ah oui. Écoute, une vraie gang de vandales. Ouais. J'aime ça. Écoute, il y a un petit côté là-dedans, genre Empire Strikes Back, là, mais bref, voilà. Ouais, nos héros de la galaxie. Ouais, c'est ça, exact. D'une autre galaxie. Ouais. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Montréal serait épargné par la tourismophobie, qui est la haine des touristes. Comme la tu peux haine des touristes. je ne comprenais pas à quoi ça référait, ce mot-là. Ouais, la haine des touristes. Je pense qu'on parle plus de haine que de peur. C'est un mouvement là, qu'on voit apparaître en Europe, surtout en Espagne. Là, il y a plusieurs des manifestations, des gens qui habitent là et qui sont tannés de voir des touristes genre tout le temps. Genre à Barcelone. Par exemple. Et, où il y a plus de touristes que d'habitants. Ah ouais, je savais pas ça. Genre... Ouais. Mais bref, à Montréal, on serait pas encore rendu là, du moins. Là, selon un sondage, ce serait 64% des Montréalais qui disent avoir une perception positive des touristes. Ce qui est plutôt bien. C'est seulement 4% des résidents qui se disent là, opposés au tourisme et à sa promotion. Tant qu'ils restent pas, parce que là, ça devient des immigrants, puis ça, on n'aime pas ça, les immigrants au Québec. Ça, c'est une autre question. Mais s'il reste juste une couple de jours, on aime ça, les touristes. Mais, tu sais, même si le chiffre est positif, il y a quand même quelques bémols à ça, c'est que le chiffre est en baisse par rapport au dernier sondage. Le chiffre d'acceptation des touristes, 64%, je sais pas c'était quoi avant, mais en ce moment, il serait en baisse. C'est sûr que si on fait un sondage en 2020, il n'y avait pas beaucoup de touristes. Ça, c'est sûr. Et également aussi, il y a quand même des problème que les gens là, notent par rapport au tourisme, qui est d'ailleurs là, le plus répertorié, c'est celui des stationnements. Parce qu'on sait que l'été, c'est plus compliqué. Oui, je suis resté à Montréal le week-end dernier. D'habitude, je vais faire un petit tour à mon chalet, mais j'étais allé dans le Vieux-Port on avait des amis à la maison, puis je me suis stationné loin, on a payé le parcours et tout, puis on est venu à pied jusque sur de la commune, mais j'ai toujours mon petit œil de lynx là, de gars de... Puis c'est fou le nombre de véhicules plaqués d'ailleurs qui étaient stationnés clairement à des endroits où tu pouvais pas. Mais tu sais, après, on revient toujours à la bonne vieille rengaine de comme c'est incompréhensible tout ça. Mais tu sais, quelqu'un qui sait là, que par là, section 2 de 9h à 16h, tu sais, j'étais comme lui est illégal. Puis comme de fait, il y avait souvent des tickets. Mais si j'habitais dans le vieux Montréal puis que c'était comme une place qui m'est légitimement réservée, bien dommage pour lui qui a un ticket, mais genre, ça me libère pas la place pour autant. Ça. Fait que je pense que dans certains quartiers centraux de Montréal, ça peut être une vraie frustration que le touriste, il préfère payer, je sais pas, là, c'est combien un ticket, $80 là, de ticket quelque chose qui nous enlève une place. C'est comme quasiment plus frustrant. Mais moi aussi, en fin de semaine, je me suis promené dans Montréal, puis je voyais beaucoup de plaques là, qui viennent des États-Unis, là, New York, whatever. Puis moi, tu sais, j'habite proche de tout le parc olympique. Fait que c'est pire là, l'été, là, des places de stationnement, là, c'est beaucoup plus difficile. Bon, ils devraient venir de Boston à vélo, ces gens-là. Ça serait une bonne idée, oui. On fait ça. Actualité. Le taux de chômage des immigrants explose. C'est des données là, rapportées aujourd'hui. Là. Un taux de chômage, on parle de 12,5% parmi les personnes arrivées au pays depuis moins de 5 ans. Si on compare là, avec la moyenne, c'est de 5 à 6,4% là, au Canada. Donc, c'est beaucoup plus élevé chez les immigrants. Mais ça s'applique également aux jeunes, là, cette difficulté-là à trouver un emploi. Parce qu'en fait, ça s'applique plus largement aux gens qui veulent intégrer le marché du travail.
Pour les gens qui y sont déjà, ça semble plus facile, mais pour ceux qui n'y comme sont pas... le premier emploi. C'est ça, le premier emploi, exactement. Donc, les jeunes, les immigrants, c'est eux là, qui sont plus touchés par ce phénomène-là. C'est quand même assez un retournement là, quand on compare à l'année dernière, par exemple. On parlait encore de pénurie de main-d'œuvre. Il y a quand même, tu sais, je regardais la courbe, c'est une augmentation importante, mais on est comme revenu à la moyenne historique. Là. Ce qui était exceptionnel, c'était les deux dernières années. La COVID, ça a beaucoup monté, mais depuis la fin de la COVID jusqu'à tout récemment, ça avait beaucoup baissé. Performance économique combinée avec une pénurie de main-d'œuvre. Puis là, effectivement, ça reprend. Ceci dit, le chiffre dont tu parlais, c'était les gens qui sont arrivés dans les 5 dernières années. Ce serait probablement intéressant aussi de regarder, tu sais, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, parce que, hypothèse, là, peut-être un peu fortuite, mais je pense qu'il y a sûrement beaucoup plus de chômage quand on est dans les 6 premiers mois que la 4e année et 11 mois. Là, tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de comme t'arrives, c'est difficile, mais si ça fait 5 ans que tu es au chômage, là, il y a un problème. Fait que tu sais, de prendre les 5 premières années, peut-être que tu as comme un gros nombre au début puis une très petite nombre à la fin. Ça doit gonfler. Ça cache éventuellement un processus relativement naturel de mise au travail. Puis je pense qu'au sortir de la pandémie, puis avec la pénurie de main-d'œuvre, beaucoup de gens faisaient de l'immigration économique, des travailleurs étrangers temporaires. Fait que c'était comme, il n'y avait pas de chômage. C'était comme, ils venaient pour une job, alors que maintenant, on a peut-être effectivement des immigrants normaux, là, c'est-à-dire des gens qui viennent pas spécifiquement pour une opportunité. Puis là, eux, ils ont peut-être, quelques démarches, quelques mois d'attente avant de se trouver un premier emploi. Oui. Puis ça s'inscrit aussi là, dans un contexte où la pénurie de main-d'œuvre a dû être gérée par les entreprises. Là, on en avait parlé là, il y a quelques semaines. Les entreprises, dans les dernières années, avaient une pénurie de main-d'œuvre et ils ont donc changé leurs horaires et la technologie qui a évolué comme les caisses libre-service pour pallier à ce manque-là. Et donc maintenant, ces jobs-là n'existent plus là, pour les immigrants ou les jeunes. Tout à fait. Tout savoir en 24 minutes. La Banque du Canada abaisse une nouvelle fois son taux directeur. On était à 4,75 et il y a une baisse de 1/4 de point et c'est maintenant 4,50 %. C'est une bonne nouvelle, apparemment. Même... Dis-moi en plus, Maximile, je suis pendu à tes lèvres. Le premier ministre François Legault, du moins, là, c'est ce qu'il dit. C'est une bonne nouvelle. Si François Legault le dit, c'est ça. Ouais. Il manque juste Francis Gosselin pour confirmer la chose. Francis Gosselin l'a dit aussi sur de nombreuses tribunes aujourd'hui. Donc, c'est une bonne chose. Voilà. Et par contre, certains bémols, là, c'est le taux de chômage là, qui a monté à 6,4 %. Bon. Est-ce que tu veux que je réagisse à cette nouvelle? J'ai commencé à avoir répété la même cassette. Là. J'en parlais à LCN, j'ai parlé en introduction. C'est une bonne nouvelle, je consens. Puis ça va continuer, je te le dis tout de suite. Il va y avoir d'autres baisses d'ici la fin de l'année. Ah bon. Est-ce que tu penses que pour le marché immobilier, ça va être une bonne chose? Parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui attendent là, en ce moment. Faut pas attendre. Non, parce que la baisse de taux, ça va créer un afflux de demande. Puis le stock, l'inventaire de propriété, lui, il ne progresse pas. On ne fabrique plus de maisons au Québec. Je charrie, là, mais on en construit beaucoup moins qu'il faudrait. Fait qu'il y a plein de gens comme toi, peut-être, qui vont dire « Ah, je pourrais acheter une première propriété. » Et d'autres dizaines de milliers de premiers acheteurs. Puis tous ces gens-là qui se battent pour un stock fini, ben, tu vas payer moins d'intérêt, mais tu vas payer la maison plus cher. Fait que le meilleur temps d'acheter, c'est plus comme avant que ça ait trop baissé, je pense. Ah, bon. Okay. Réflexion d'économiste. Je note ça. Tout savoir en 24 minutes. Je sais pas, Francis, si tu as vu le film Cocaine Bear, ours sous cocaïne, parce qu'aujourd'hui, on apprend que c'est des requins qui ont été testés positifs à la cocaïne. Le film Cocaine Bear, c'est un documentaire? Non, c'est pas un documentaire. C'est une fiction, bien que ce serait apparemment inspiré d'une histoire réelle. OK, très bien. Me semble, moi non plus, je dois t'avouer, je l'ai pas vu, mais je pense que l'histoire, c'est un ours qui mange comme la cocaïne laissée par un trafiquant et là, il devient cocaïnomane. Mais c'est une fiction. Là. Oui, c'est une fiction. Il devient dépendant à la cocaïne. Pas dépendant, mais disons que ses facultés sont décuplées par la cocaïne. Ah oui, c'est comme Super Ours. Ouais, c'est ça, c'est Super Bear. Cocaine Bear, c'est ça? Ouais. Mais là, c'est pas ça qu'il faut nous montrer à l'écran. Là. On nous montre un écran sur des requins. Moi, je veux entendre parler de l'ours à la cocaïne. D'ailleurs, parlant de recommandations de films, je sais pas si tu as vu la bande-annonce de Zombie Ass de Toilet of the Dead, non? C'est un film japonais, je pense. Okay. Série B-.
moins. Là. OK. C'est-tu genre pour Fantasia que c'est projeté? Je sais pas, j'ai pas fait le lien, peut-être, effectivement, mais c'est des zombies qui naissent dans la merde, là, en fait. C'est vraiment complètement fou. Puis il y a comme un concours de pets et tout ça. C'est quand même assez... OK, de haut niveau. Les films là, de série B, là, Stanley Kubrick peut aller se rhabiller, là, je pense. Bref, il y a des requins. Oui, c'est ça. Il y a des requins qui font de la cocaïne. Je dirais pas qu'ils font de la cocaïne, mais disons qu'il y a des traces anormalement élevées de cocaïne dans leur organisme. C'est des requins là, sur les côtes de Rio de Janeiro, au Brésil. Et là, les experts, ils s'expliquent ça de 3 raisons, là, selon eux. Soit c'est des laboratoires illégaux où la drogue, la cocaïne est créée, qui ont déversé ça dans la mer, là, ça se retrouve dans les organismes des requins. Soit sinon, c'est les excréments des personnes qui en consomment, qui elles aussi se retrouvent à la mer. Ou sinon, ça peut être là, tout simplement de la cocaïne qui est rejetée dans l'eau par les trafiquants et ça se retrouve dans les requins. Tout est possible. Mais là, on ne sait pas c'est quoi l'effet de la cocaïne sur le comportement des requins. C'est ça le problème. Là, on l'a vu pour un ours, mais pour les requins... D'ailleurs, l'ami Félix Séguin nous expliquait que le prix de la cocaïne avait comme chuté de 60%. C'est peut-être aussi parce que c'est plus abordable pour les requins. Soudainement, ils se disent, je vais passer m'en acheter un petit kilo. Mais en même temps, c'est pas l'économie marine, comment ça se passe. Sous l'océan. Oui, sous l'océan. Non, écoute, blague à part, on ne sait pas si ça a des conséquences. Là, je veux dire, parce que on blague sur les requins et leur comportement. On blague sur Cocaine Bear, là, mais le requin, il devient comme plus agressif. Non, mais c'est ça, je pense. C'est des traces là, de cocaïne. Ils sont pas comme... Ouais, non, c'est ça. Ils sont pas coqués. Je pense. C'est ça, la petite ligne. Jazz, cocaine jazz, de remake. Imagine tout ça, ça se ferait peur. Hein? Ça ferait très peur, effectivement. D'ailleurs, je regardais, j'étais dans une série un peu délirante là, de vieux films, Zombies, Toilet of the Dead, là, puis justement, Jazz, ça fait quand même un bail que c'est sorti. Hein, 76, me semble. Tu regardes ça aujourd'hui, ça fait comme un petit peu moins peur. C'est un peu moins crédible, on va dire. Là, le visuel, ça fait très daté quand même. Ouais. Mais moi, ma mère me dit qu'elle, c'est plus dans son époque que moi. Et elle me disait à quel point, quand c'est sorti, c'était terrifiant là, pour tout le monde. Et elle me dit, après avoir vu le film, elle n'allait plus se baigner dans sa piscine. Dans sa piscine. Tout d'un coup, Jazz est là, on ne sait jamais. Effectivement. Bref, des requins testés positifs à la cocaïne. Exactement. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Et je termine là avec une petite nouvelle américaine, puisque le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou donnait un discours aujourd'hui devant le Congrès américain, dans lequel là, il dénonçait l'axe de la terreur de l'Iran, en comparant là, l'Iran et les États-Unis là, avec un choc entre la barbarie et la civilisation. Ouais. Il en a également là, profité pour rappeler les horreurs du 7 octobre là, où le Hamas a attaqué Israël. Et il a laissé là, quelques commentaires sur les manifestants pro-Gaza où il les qualifie d'idiots utiles de l'Iran et en rajoutant là, qu'ils devraient avoir honte d'eux-mêmes. Donc, il a également réaffirmé là, qu'Israël restait un allié indispensable et solide des États-Unis au Moyen-Orient. J'écoute rarement ces interventions-là. J'ai écouté des bouts, honnêtement. C'était comme plus un... Tu vois que c'était un discours qui était écrit là, avec des soundbites. Là, c'était vraiment... ça faisait... un peu propagandesque, là, je t'avouerais. Là, il n'y avait pas beaucoup de fond. Là, puis c'était comme, c'est ça, là, la civilisation et la... C'était comme très George W. Bush là, à la belle époque. Là, you're with us or you're against us. Là, honnêtement, d'ailleurs, M. Netanyahou fait face à de l'opposition dans son propre pays. Je ne sais pas s'il les traite d'idiots utiles de l'Iran, ceux-là qui sont Israël, juifs, légitimement frustrés contre son gouvernement. Fait que franchement, j'ai trouvé que c'était un drôle de spectacle auquel il s'est livré, mais après, Israël a été attaqué, ils sont constamment attaqués d'ailleurs. Fait que je pense qu'il venait un peu rétablir la paix avec les États-Unis. Les relations sont un petit peu complexes, on va dire, avec M. Biden. Puis même, M. Trump qui, entre les lignes, là, n'est pas très partisan d'envoyer des milliards de dollars à gauche et à droite à toutes sortes de pays. Qui dit toujours, moi, régler ça, la Palestine. Je suis sûr que... Il y avait dit ça par rapport à l'Ukraine. L'Ukraine aussi, mais il va toujours un peu de déclarations un peu qui montrent qu'il ne comprend pas grand-chose. Fait que je ne sais pas si avec les républicains... Puis d'ailleurs, les républicains avaient fait opposition là, à l'envoi de fonds, là, puis finalement, il y a eu cette entente il y a quelques mois là, au Congrès. Mais bref, je pense derrière ce discours-là, je le voyais même plus tôt dans la journée, des rencontres avec Mike Johnson, avec d'autres représentants de différents paliers de gouvernement.
il y avait aussi bien des choses qu'on n'a pas vues, je pense, dans cette visite à Washington oui, aujourd'hui. sûrement. C'est seulement la pointe de l'iceberg. C'est effectivement le cas. Merci, Maximile. On a résumé l'actualité en 23 minutes 56 secondes. Je me trouve pas mal bon aujourd'hui. Ouais, c'est High un five. exploit. Yes, sir. À demain.